Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, l'homme, un animal pire que les autres, avec le philosophe Jacques Ricot et le journaliste Paul Sugy. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question. L'homme est-il un animal pire que les autres ? En effet, qui ose dire encore que les chiens ne ressentent pas la douleur ou que les chats n'ont aucune intelligence ? Mais alors, quelle est la frontière entre l'homme et l'animal ? Et s'il n'y a pas de frontière, ne vaudrait-il pas mieux renoncer à la place centrale de l'humanité dans le monde au vu de tous les dégâts que nous avons accomplis jusqu'à présent ? Voici les questions passionnantes que nous allons poser en compagnie de mes deux invités. Jacques Ricot, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur associé au département de philosophie de l'Université de Nantes et on vous a vu souvent à KTO parce que vous avez beaucoup travaillé sur la bioéthique. Mais là, nous allons parler des rapports entre l'homme et l'animal. Et puis Paul Sugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes, on peut dire, essayiste. Vous venez de faire paraître un livre, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Vous aussi, vous avez fait paraître un livre, hein, Jacques Ricot, je le montrerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon introduction ? Est-ce que vous seriez d'accord avec ce discours qui consiste à dire que l'homme est quand même un animal dangereux, nuisible, que depuis le temps que nous existons sur cette planète, nous n'avons pas fait que du bien à cette planète ? Paul Sugy ? Évidemment, on ne peut être qu'à d'accord avec vous dans la mesure où l'homme a ce privilège maudit entre tous que d'être capable de mal agir et que en cela, il est la seule espèce animale présente sur Terre à être capable de cela, c'est-à-dire à être capable d'une morale qui lui donne la connaissance du bien et du mal. Et donc, en cela, non seulement l'homme peut mal agir, mais en plus de cela, il a cette terrible charge qui pèse sur ses épaules que d'avoir conscience de ses mauvaises actions. La question que vous posez est d'actualité. On entend beaucoup de gens formuler un peu dans ces termes, si vous voulez, la question du rapport entre l'humain et l'animal, disant effectivement qu'il n'y a au fond pas de raison de penser que l'homme est supérieur à l'animal, voire quand on regarde l'histoire, et même l'histoire récente, on aurait plutôt des raisons de penser au contraire qu'il lui est inférieur, en cela justement qu'il est capable, qu'il s'est rendu capable de commettre des choses effroyables. Et dans l'actualité récente, on entend encore par exemple certains internautes rentrer dans ces débats sur Internet en disant au fond, continuer de défendre l'exploitation des animaux au nom d'une éventuelle supériorité de l'homme, c'est se rendre complice des pires crimes que l'humain a commis par le passé. Souvent d'ailleurs, on tourne autour des chambres à gaz et du génocide commis par les nazis. Il y aurait une sorte de filiation. Les éleveurs du XXIe siècle seraient au fond aussi barbares que les gardiens des camps de concentration nazis au XXe. Et ça a d'ailleurs été étayé. Un certain nombre d'essayistes même ont filé cette métaphore, certains allant jusqu'à parler de l'élevage et de l'exploitation des animaux par l'homme comme d'un éternel Treblinka. Et donc, au fond, il y aurait cette idée que notre attitude à l'égard des animaux reflète, au fond, ce que nous avons de pire au fond de notre âme, une forme de capacité de mal agir qui se perpétue par la boucherie effroyable que nous commettons par le simple fait de consommer de la viande. Vous aussi, Jacques Ricot, dans votre livre, vous commencez, donc, qui sauvait l'homme ou le chien ? Vous commencez par une petite anecdote où, en fait, on vous tient ce discours-là. On m'a tenu en effet ce discours, et à plusieurs reprises, mais je dirais à de nombreuses reprises, qui consiste à dire que l'homme étant un prédateur depuis si longtemps, il est normal qu'il commence à expier un peu ses fautes, dont nous sommes d'ailleurs les victimes tous globalement sur cette planète, puisque non seulement nous exploitons les animaux, mais nous détruisons la nature, et la nature qui permet aux animaux de vivre conformément à leur espèce, conformément à leur biologie. Donc en effet, ce discours existe. L'anecdote à laquelle vous faites référence est la suivante. Un étudiant en biologie se trouve à côté de moi lors d'un dîner. Je ne le connais pas, lui ne me connaît pas encore. Je vois qu'il laisse sur son assiette tout ce qui est non seulement viande, mais aussi produits animaliers. Il ne mange pas de fromage. Donc j'entame la conversation avec lui. Et comme je le vois très très énervé après cette espèce humaine que nous sommes et qui a fait les choses les pires qui soient dans l'histoire,
je lui propose une expérience de pensée, je lui dis, mais si vous aviez une seule personne à sauver, ou un seul être à sauver, dans une situation que j'invente sur le champ, voilà, je vais glisser moi-même dans la Loire, puisque je suis nantais, c'est dans la Loire que je vais glisser, et un chien errant se promène à nos côtés, et lui aussi glisse dans la Loire. Vous ne pouvez en sauver qu'un seul, lequel choisissez-vous de sauver? Et sans aucune hésitation, il me dit, bien évidemment, le chien. Évidemment, vous imaginez que je me suis dit que je n'irais jamais me promener avec lui. Mais surtout près de la Loire. Mais c'était un homme intelligent. C'était quelqu'un qui avait fait des études supérieures, biologie, et qui réellement pensait ce qu'il disait. Et cette anecdote, elle s'est renouvelée à de nombreuses reprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bel et bien chez certains, chez tous les animalistes, je m'empresse de le dire tout de suite quand même, l'idée que oui, l'homme ne vaut pas la peine d'être sauvé. C'est pourquoi le mot « sauver » figure dans le titre qu'a choisi l'éditeur, parce qu'il a commis trop de crimes. Alors non seulement les références à la Shoah qui viennent d'être faites sont présentes, mais aussi tout simplement dans l'histoire de la philosophie, nous savons bien que Rousseau le disait magnifiquement dans un très beau texte, nous savons bien que l'homme peut descendre plus bas que la bête. Mais pourquoi peut-il descendre plus bas que la bête ? Parce qu'il peut monter plus haut aussi, parce qu'il a ses capacités d'élévation, ses capacités de morale, ses capacités de faire le bien et pas simplement le mal. Mais le fait de pouvoir faire du mal est pire que celui que font les animaux, vient aussi de cette capacité qu'il a à faire le bien. Et c'est ce fond originaire de bonté qu'il ne faudrait tout de même pas gommer dans l'affaire. Alors c'est bien parce que vous avez déjà posé la question du débat et les différents termes. Ce que je vous propose de faire, c'est que maintenant nous essayons d'aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire, tous les téléspectateurs n'ont pas forcément les clés, ne connaissent pas le débat, mais jusqu'où ce discours, alors qu'on appelle antispéciste, vous allez nous dire ce que ça veut dire, Paul Sugy, jusqu'où ce discours peut aller, jusqu'où on peut... Là, on a déjà commencé assez loin, parce qu'en gros, vous n'êtes plus... sauf si vous savez très bien nager, Jacques Ricot, vous n'existez plus. Jusqu'où on peut aller. Donc déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle antispéciste? Pourquoi ils s'appellent eux-mêmes antispécistes? Oui, alors ce serait fastidieux de refaire toute l'histoire de la cause animale, qui est quand même assez ancienne. L'antispécisme, je dirais que c'est le dernier avatar d'un courant qui dure depuis au moins le début de la modernité, qui tend à réévaluer notre rapport à l'animal et le statut que nous lui accordons. Et donc ça a passé par des choses très importantes. Au XIXe siècle, on a commencé à construire des sociétés protectrices des animaux qui ont eu le succès que l'on sait. Et donc on a commencé bien sûr à faire rentrer dans la loi un certain nombre de considérations que nous devons d'avoir à l'égard des animaux. C'est-à-dire que nous leur devons un respect élémentaire qui est maintenant garanti dans les lois civiles de la plupart des pays développés. Bon. Et maintenant on va un petit peu plus loin, ou même beaucoup plus loin, et c'est là je crois qu'on rentre à mon sens dans une dérive intellectuelle majeure, c'est que non content d'imposer à l'homme des devoirs à l'égard des animaux, on voudrait offrir aux animaux des droits. C'est-à-dire que l'on voudrait qu'ils aient une forme de personnalité juridique, reconnue par les textes qui régissent nos sociétés, qui leur vaille une forme de dignité que ensuite nous devons respecter, non pas simplement parce qu'il s'agit d'un devoir et que nous honorons en cela notre propre humanité, mais parce que l'animalité serait respectable de la même façon que nous. Et donc l'antispécisme résume ça en disant, au fond, il n'y a pas de raison valable de discriminer une espèce plutôt qu'une autre. Sous-entendu donc, l'espèce humaine n'a pas plus de droits, n'a pas plus de dignité que n'importe quelle autre espèce animale. Et donc, tous ceux qui pensent le contraire sont d'affreux spécistes, sont des gens qui perpétuent une discrimination injuste, tout comme le racisme consiste à discriminer les individus entre eux en fonction du critère de la race. Bon. Donc, l'antispécisme, à présent qu'il a, je crois, construit et solidifié sa base intellectuelle, s'est emparé d'un combat militant qui passe par des attaques précises contre beaucoup de pratiques qui, à ce jour, paraissent scandaleuses aux yeux de ces militants. Toutes les pratiques qui sont bien sûr
liées au monde de la chasse, de l'élevage, de la fourrure, en fait toutes les façons que nous avons d'exploiter les animaux pour notre intérêt, de façon à leurs yeux encore une fois injuste, puisque cela revient à perpétuer des formes d'esclavage ou de domination dignes des heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et donc l'antispécisme, c'est vraiment la radicalisation de ce nouveau regard sur l'animal. Si on résume très bien en quelques mots tout simplement le débat, nous sommes confrontés à un choix de société. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans une société qui mettait la personne humaine au sommet de toutes ses institutions. C'est-à-dire que notre morale, nos lois civiles, nos institutions défendaient l'humain et ses intérêts de façon quasiment exclusive, ou en tous les cas de façon supérieure bien sûr aux intérêts de toutes les autres formes de vie présentes dans le cosmos. L'antispécisme inverse complètement cette vision des choses et décrète que désormais les intérêts des humains et les intérêts des animaux, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, bien sûr les antispécistes sont conscients que a priori une autruche n'a aucun intérêt à aller dans un cinéma, mais vous voyez, les intérêts des animaux restent considérés à égalité avec les intérêts des humains. Tout différent qu'ils soient, il faut qu'ils soient pris en compte à égalité avec les nôtres. Et donc, dans cette société-là, l'appartenance à l'humanité ne constitue plus un critère décisif pour avoir un certain nombre de droits, à commencer par par ceux qui sont édictés dans les droits de l'homme, c'est-à-dire le fait de devoir préserver son intégrité physique, morale, etc. Et donc, ce système de pensée antispéciste, au fond, nous conduirait à une révolution qui nous obligerait à repenser pour chacune de nos institutions la place que nous accordons aux intérêts des animaux, quelle serait la place que nous leur accorderions, y compris dans nos institutions politiques. Il faudrait des représentants civils qui incarnent ces intérêts pour qu'ils soient discutés et débattus au plus haut de toutes les grandes organisations nationales ou internationales. Ce serait au fond une société inclusive par excellence, puisque aux côtés des humains, les animaux désormais tiendraient leur place à part entière. C'est mal une société inclusive, Jacques Ricot ? Bien sûr que non, c'est pas mal d'une société inclusive, mais ça dépend évidemment du type d'inclusion qui est ici proposé. Je ne rentre pas, en ce qui me concerne, dans le conflit spéciste-antispéciste. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce sont des concepts philosophiquement et éthiquement mal formés, mais j'observe que malgré tout, il est peut-être légitime de s'interroger sur l'homme comme sommet, c'est-à-dire comme le seul détenteur de toute finalité possible, de toute valeur même à promouvoir. Je crois que là, il y a peut-être quand même une révision à opérer. Et les excès dont on va sans doute encore reparler tout à l'heure, du mouvement animaliste, ne doivent pas occulter le fait que quelque chose, à mes yeux tout de même d'important, est en train de se dire. Il y a comme un symptôme tout de même du fait que nous avons maltraité les animaux, en particulier depuis la révolution industrielle, depuis que les paysans sont devenus des exploitants agricoles. Le mot n'est pas neutre et il est un peu l'ancêtre de ce qui maintenant s'appelle l'exploitation animale. C'est un mot que je n'aime pas, l'exploitation animale, parce qu'il y a d'autres manières, évidemment, pour les éleveurs d'être aux côtés des brebis quand ils sont bergers, ou d'être aux côtés des vaches. J'ai des amis et même des parents dans ce métier qui aiment leurs animaux. Mais je préfère, plutôt que de me lancer dans cette controverse spéciste-antispéciste, essayer de voir de l'intérieur ce qui meut le mouvement animaliste. Et dans le mouvement animaliste, j'observe des propos, des réflexions qui me paraissent intelligentes, intéressantes sur le plan académique. Je veux ici citer le travail que je trouve assez remarquable de Corinne Pelluchon, qui est clairement du côté des animalistes, qui ne s'en cache pas, mais qui fait un travail universitaire, académique, approfondi, et qui me paraît mériter considération. Par exemple, quand elle fait remarquer que ça n'est quand même pas innocent d'avoir dans son assiette des animaux qui ont été maltraités auparavant. Bon, on peut ne pas aller jusqu'où elle va, mais on est obligé quand même de se laisser inquiéter, intriguer, interroger.
C'est ça le fond de peut-être du propos que j'essaie de tenir moi-même, où je me méfie évidemment de la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal. Je crois que c'est même très dangereux, et pas seulement pour l'homme, mais aussi pour l'animal, parce qu'enfin, qui est responsable ? Ce mot de responsabilité, seul l'homme peut l'endosser. À lui seul sont imputables des actions, pas aux animaux. Ça, c'est clair. Et donc, si lui est responsable, les animaux, eux, ont une innocence originaire. Ils sont par définition innocents. Ils sont par définition irresponsables. Or, dans le livre auquel Paul Sugy fait référence, celui des auteurs canadiens Donaldson et Kymlicka, il est question de la responsabilité des animaux. Alors là, il y a une dérive. Autant je pense que dans ce livre, il y a des choses intéressantes. Il y a, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une manière de faire rentrer dans la cité les animaux en fonction des catégories qu'ils essaient de balbutier, d'inventer. Autant je pense que lorsqu'ils parlent de la responsabilité des animaux, ils ont tort. Quand j'ai lu leur livre et que ce mot est apparu, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est une erreur du traducteur. J'ai contacté le traducteur, j'ai lu le texte en anglais, et c'est bien le mot de responsabilité, en anglais, c'est bien le mot de responsabilité. Et donc là, il y a en effet quelque chose qui ne va pas du tout, et qu'il faut sans cesse dénoncer. Mais il est vrai que nous maltraitons les animaux, et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Ce n'est pas simplement que nous paraissons les maltraiter, mais nous les maltraitons réellement. Et c'est comme toujours, quand vous allez trop loin dans un sens, le mouvement pendulaire provoque un mouvement inverse qui vous empêche de vous arrêter là où vous devriez vous arrêter, et vous allez trop loin dans la dénonciation d'un excès en fabriquant vous-même un contre-excès. Je crois, parce que c'était le point de départ de la réflexion que vous amorcez, je vous rejoins évidemment tout à fait sur les excès qu'on trouve dans l'élevage industriel, qui, il faut avoir le courage de le rappeler, concerne la quasi-totalité des produits d'origine animale que nous consommons encore aujourd'hui dans notre assiette. C'est en train de bouger, il y a des normes qui sont en train d'évoluer, un petit peu, d'ailleurs plus au niveau européen généralement, et puis ça se répand ensuite dans les pays de l'Union. Mais enfin bon, jusqu'à maintenant, ça concerne effectivement une énorme part de notre élevage. Et je crois que vous commencez à répondre à la question en remettant en cause la position de l'homme au sommet de nos considérations et de nos sociétés. Je ne sais pas où doit être l'homme. S'il n'est pas au sommet, je vois difficilement où est-ce qu'il peut être ailleurs, mais je crois qu'il doit rester, et c'est probablement l'une des causes de cet excès que vous évoquez, je crois qu'il doit rester la mesure de toute chose. Et que dans l'élevage industriel, on a perdu en un sens le contact humain avec les bêtes. Et d'ailleurs, les éleveurs que vous citez souvent le regrettent. Je crois même que certains sont rongés par cette impression qu'au fond, quand on a un troupeau trop important, quand on ne connaît plus chacune des têtes de son bétail, quand on est obligé de recruter des machines et non plus des ouvriers agricoles pour faire un certain nombre de tâches qui aillent de la traite aux soins apportés aux bêtes, quand on ne va même plus tous les jours dans son exploitation parce qu'on a des capteurs qui nous avertissent en temps réel de ce qui se passe dans le troupeau, eh bien, on déshumanise le rapport à l'animal. Et que c'est de cette déshumanisation et de cette machinisation de l'élevage que procèdent beaucoup d'excès et beaucoup de choses qui, moralement, effectivement, nous interrogent dans notre rapport aux animaux. Après, je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que l'antispécisme, en tout cas que les débats contemporains, malgré leur radicalité sur la question animale, permettent de servir cette question qui nous préoccupe tous. Je crois au contraire qu'avec des positions trop extrêmes, on s'est éloigné au fond du vrai sujet, qui n'a jamais été de savoir s'il était légitime pour l'homme de consommer l'animal, mais qui était de savoir dans quelle mesure est-ce que l'homme peut le faire d'une façon qui est respectueuse de l'animal ou non, à partir de quel moment est-ce que justement il y a un lien qui se dégrade ou qui se détériore. Et cette question-là, généralement, n'est plus jamais posée lorsque l'on a des débats médiatiques sur la question animale. C'est simplement, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Vous voyez, on a perdu toute subtilité et toute nuance dans l'approche. Et on voit des véganes hystériques contre des éleveurs eux-mêmes
pris bien sûr un peu à partie et donc parfois agressif aussi sur ce sujet-là. Et je crois vraiment que là, quelque part, on est en train de faire du tort à ce débat qui mériterait mieux et que souvent d'ailleurs, quand des associations comme L214, comme d'autres, utilisent les excès de l'élevage industriel pour essayer de faire bouger les lignes, ils le font de façon malhonnête en faisant croire qu'ils militent pour améliorer la situation de ces animaux alors qu'en réalité, ils s'en servent pour répandre dans l'esprit des gens qui les regardent l'idée qu'il est de toute manière, et quelles que soient les modalités, il est injuste pour un être humain de consommer un animal, quelle que soit la façon dont cela est fait. Oui, c'est un point sur lequel je me permets d'insister beaucoup dans mon propre travail, puisque je distingue bien à l'intérieur du mouvement animaliste plusieurs courants, et en particulier le courant abolitionniste qui, à terme, est l'objectif de L214. Abolitionniste, ça veut dire quoi ? Pardon ? Abolitionniste de quoi ? Ça veut dire alors exactement ce que vient d'exprimer Paul Sugy, c'est-à-dire le fait que nous devons tous devenir à terme des véganes. C'est un horizon que je qualifie moi-même d'eschatologique, mais qui me paraît quand même pas à la mesure du futur humain tel que je l'imagine, mais c'est cet horizon qui consiste à abolir systématiquement, alors non seulement toute consommation de l'animal, mais pour reprendre leurs termes, toute exploitation de l'animal. Ça va très loin. Et une des dérives qu'il faut quand même relever ici, c'est celle qui consiste à dire, chez certains d'entre eux, pas tous quand même, parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de nuances à l'intérieur du mouvement animaliste. Et c'est là-dessus, moi, que je fais porter mon attention le plus fortement. Mais vous avez, par exemple, un auteur comme Thomas Lepelletier qui est en train de réfléchir à la manière dont nous pourrions faire en sorte que les animaux sauvages ne soient pas sauvages entre eux. Bien du plaisir, parce que ça... mais il commence, à la suite d'ailleurs d'auteurs canadiens très récents, Johansen en particulier, il commence déjà à essayer d'envisager des stérilisations, ici, des éducations d'animaux sauvages pour qu'ils soient moins méchants avec les autres. Je lui souhaite bien du plaisir, bien sûr, parce que lorsque, pour reprendre un texte biblique fameux, Isaïe dit qu'un jour, le lion et l'agneau, le loup et l'agneau seront ensemble, que l'enfant sera avec la vipère, etc., Isaïe, évidemment, n'envisage pas cela dans une dimension terrestre, il envisage ça dans une espèce de recréation postérieure à la vie humaine et terrestre et cosmique telle que nous la connaissons. Mais quand vous me reprenez, Paul Sugy, sur la question de l'homme comme sommet, c'est parce que j'ai fini par comprendre qu'à force de verticalité, à force d'être la mesure lui-même de toute chose, formule que je ne reprends pas à mon compte, eh bien, il croit être le seul détenteur des valeurs à incarner. Et peut-être qu'un peu d'humilité lui ferait du bien en acceptant qu'il ne soit pas, comme disait Descartes pourtant très pourfendu par beaucoup d'animalistes, mais pas tous, encore une fois. Descartes dit, mais il se prend pour le conseil de Dieu. Et donc, il se prend pour Dieu. Et c'est en ce sens-là que je dis, attention à ne pas se considérer comme le sommet. Il n'est pas la mesure de toute chose parce que précisément il doit se laisser mesurer lui-même. C'est un débat philosophique de fond certainement celui-là. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause évidemment avec le fameux texte qui justifie cette position centrale. C'est le premier chapitre de la Genèse, les versets 27 à 30. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio. Régis Burnet reçoit aujourd'hui le philosophe Jacques Ricot et le journaliste Paul Sugy. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit : voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi.
Alors comment est-ce que vous le lisez, ce texte, Jacques Ricot ? Le texte de la Genèse, en effet, Oui. m'intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs mon dernier chapitre, parce que, justement, je lis bien qu'il y a une supériorité de l'homme, incontestablement. Il est le seul à être créé à l'image et comme à la ressemblance de Dieu, alors que les animaux sont créés chacun selon son espèce, comme il est dit très littéralement. Mais en même temps, je fais une distinction entre être au sommet et être au centre. Vous avez parlé de la centralité tout à l'heure. En effet, l'homme est au centre. Et d'ailleurs, d'où peut-il parler d'ailleurs que de là où il est ? Et donc, comme n'importe quel animal, c'est à partir de son propre centre que le monde est vu. Mais l'homme est le seul être capable de se décentrer. Les animaux ne peuvent pas se décentrer. C'est même leur caractéristique essentielle. Et donc, ce texte de la Genèse, en tout cas dans son chapitre 1er, nous indique que les hommes et les animaux sont créés dans le même jour, les animaux terrestres. Il est même ajouté que Dieu leur donne comme nourriture de l'herbe. Donc, ce n'est même pas un régime végétarien que la Genèse annonce, c'est un régime végétalien au départ. Et on sait bien que dans le 2e chapitre de la Genèse, le 2e dans l'ordre canonique, pas forcément chronologique, la question est encore controversée, on sait bien que là, l'homme est institué comme le responsable, comme le gardien, le mot est très beau, le gardien du jardin, etc. Et c'est à lui que revient la responsabilité d'entrer en dialogue avec les animaux. Ce sont des partenaires, il les nomme. Ce n'est pas simplement une désignation, il les nomme réellement, il rentre en dialogue. Et il a fallu la chute, comme on dit dans le texte biblique, il a fallu Noé, il a fallu pour que Dieu, à ce moment-là, fasse une concession aux humains. Ben, écoutez, les choses étant ce qu'elles sont, le mal étant entré dans le monde, l'arbre de la connaissance n'ayant pas été bien compris comme je l'avais souhaité, enfin, Dieu donne la permission de consommer de l'animal. Mais on voit bien qu'au démarrage, au départ, le statut de l'animal a quelque chose de noble. Je récuse moi aussi le mot de dignité. Ça fait longtemps que je me bats sur cette question. Et il y a 2 mots que je crois qu'on ne devrait pas employer s'agissant des animaux, c'est le mot de personne et le mot de dignité. Mais le vocabulaire avance à toute allure et je crains bien que ce soit un combat qui sera peut-être un petit peu perdu, ne serait-ce que parce que des juristes sont au créneau et qu'ils ont des arguments à faire valoir. Paul Sugy, c'est le texte qui sert de chiffon rouge, hein, comme pour le taureau, c'est-à-dire que au point d'ailleurs qu'on peut se demander si parfois les antispécistes ne combattent pas, je dirais, la centralité ou la position prééminente de l'homme pour, au fond, en fait, abattre le dernier mur porteur judéo-chrétien de la civilisation dans laquelle nous vivons encore, peut-être plus pour longtemps, mais dans laquelle nous vivons encore, et qui est justement cette prééminence, cette centralité de l'homme dans nos textes fondamentaux. Nous avons des droits de l'homme et du citoyen, et non pas des droits de l'animal et du citoyen. Nous avons, bref, toute une philosophie politique qui s'appuie encore, au fond, sur cette vision de la personne humaine héritée de l'anthropologie chrétienne. Il ne reste à peu près que ça. On a fait s'effondrer la vision de la différence des sexes telle qu'elle était défendue dans l'anthropologie chrétienne et qui évidemment aujourd'hui ne préside plus au regard que notre société porte sur l'homme et la femme, ou que résiduellement, on voit bien qu'on s'est attaqué aussi à cette grande distinction biblique, encore une fois, entre l'étranger et le citoyen. Et donc, dernière grande distinction fondamentale, c'était celle qui séparait l'humain de l'animal. Et bien sûr, les antispécistes ont, je crois, une haine assez féroce de l'Église pour ça, et pour ce texte-là en particulier, et avec l'Église d'ailleurs tous les grands monothéismes, hein, on lit sous la plume de certains auteurs antispécistes, vraiment je crois une férocité inouïe à l'égard du monothéisme qui d'ailleurs un petit peu de la façon d'ailleurs dont Marx le dénonce, serait cette espèce de poudre aux yeux qui nous ferait considérer des situations profondément injustes, des exploitations, des dominations. Maintenant, on parle même d'hégémonie dans la nouvelle langue post-marxiste, des hégémonies donc qui seraient drapées dans ce récit créateur qui justifierait ensuite toutes les exactions. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de confusions qui sont faites et que par exemple, notamment dans
dans la pensée libérale. Je pense à un auteur qui a été un petit peu un précurseur de l'antispécisme tel qu'on connaît aujourd'hui, qui est Jeremy Bentham, grand pionnier de la pensée utilitariste. Je crois qu'il y a une réaction aussi, non pas seulement au texte de la Genèse et à la façon dont il a été ensuite interprété par la tradition de l'Église, mais à la vision de l'animal chez Descartes, qui est, je crois, une radicalisation caricaturale de cette position de l'homme. Et je ne crois pas, par exemple, qu'on puisse lire dans la Genèse immédiatement l'idée que l'homme serait maître et possesseur de la nature. Ça me semble une interprétation. Ce que Descartes ne dit pas, hein, rappelons-le. Ce que Descartes écrit, ce qu'ensuite la tradition cartésienne comme maître et possesseur. Voilà, comme maître et possesseur, puisque la tradition cartésienne a radicalisé, je pense parfois des fois aussi une vision très naïve de l'animal, qui a beaucoup évolué, parce qu'on a la chance de vivre à une époque où la recherche scientifique a fait d'immenses progrès, et il faut le rappeler, l'avancée dans le champ de la philosophie et de la morale de la question animale coïncide avec l'avancée des travaux des éthologues qui nous font découvrir aussi l'animal sous un jour éblouissant, c'est-à-dire que nous avons une connaissance bien plus précise aujourd'hui de l'intelligence, de la psychologie peut-être, en tout cas d'un certain nombre de comportements psychosociaux chez les animaux que nous ignorions il y a encore très peu de temps. Et donc tout cela fait que je crois évidemment que notre regard sur les animaux évolue. Moi j'avais noté aussi qu'il y avait une forme d'anthropomorphie qui était apparue dans la culture populaire, le fait par exemple de s'intéresser aux documentaires animaliers qui nous montrent l'animal sous un jour intime, cette fois-ci plus du tout féroce ou sauvage, mais au contraire très intimiste, même très mignon. On considère les animaux différemment, bien sûr, si on les voit à travers l'œil du commandant Cousteau, que dans les représentations mythologiques où la bête atroce est une menace permanente pour l'homme. D'ailleurs, nous ne vivons plus au contact des animaux, ou quasiment plus. La population rurale elle-même, à l'exception peut-être de ceux qui vivent avec des animaux de ferme, ne rencontre plus des animaux sauvages tous les 4 matins. Et en tous les cas, ces animaux-là, maintenant, nous fuient et ne cherchent certainement pas à nous menacer. Donc peut-être que cela aussi, ça fait qu'on a une prédisposition, je dirais, plus naturelle aujourd'hui à porter un regard empathique, affectueux sur les animaux. Mais dans ce que vous dites, là, j'entends des choses assez complexe à articuler, c'est-à-dire d'un côté que vous aimez les animaux, enfin vous n'êtes pas sans cœur, rassurez-moi, et puis vous dites il faut au contraire être, l'éthologie nous permet d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de ce que c'est que l'animal et finalement peut-être d'être un peu moins grossier vis-à-vis de la séparation entre homme et animal, dans le sens de la manière dont on l'a séparé autrefois, sur le langage ou sur les sentiments, sur le bon. Mais vous dites en même temps, il y a un agenda politique derrière. Vous dites il ne faut pas confondre le fait qu'on peut se rapprocher de l'animal et rentrer en sympathie avec lui, avec le fait... De le rendre responsable, d'en faire une personne civique. Le problème, c'est la confusion, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, les débats tels qu'ils sont orchestrés le plus souvent autour de cette question créent des confusions, introduisent des concepts douteux, comme vous l'avez très bien dit, Jacques Ricot, nous font parfois douter de nous-mêmes et nous font donc perdre de vue les différences métaphysiques fondamentales qui subsistent entre l'humain et l'animal, ou en tout cas les font passer pour accessoires. Et que justement, au milieu de cette confusion, il faut être capable de retrouver notre juste place. Et c'est là que les antispécistes ou les animalistes de tout poil nous adressent une critique assez féroce. C'est même le titre d'un livre de Mélanie Joy qui écrit donc contre le carnisme et qui pose cette question: pourquoi est-ce que nous aimons les chiens et que nous mangeons des cochons et des vaches? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on aura un rapport différent à certains animaux en fonction du besoin immédiat qu'on en a? J'ai besoin d'affection, je vais trouver un chien de compagnie, j'ai besoin de manger, je vais aller tuer ma vache que je vais conduire à l'abattoir. Bon, effectivement, c'est une préoccupation philosophique intéressante. Pourquoi est-ce que notre regard sur les animaux changerait? Au fond, est-ce que c'est vraiment juste? Mais c'est là, justement, qu'on perd de vue ce qui est, dans la tradition judéo-chrétienne et rappelé par le texte de la Genèse, qui dans d'autres civilisations ou dans d'autres philosophies peut trouver une explication différente, mais qui est qu'au fond, dans l'ordre du cosmos, nous avons des animaux qui sont d'abord à notre service, qui ne sont de ce point de vue-là pas nos égaux. Dire que l'animal est à notre service ne suppose certainement pas qu'il faut l'ignorer superbement, qu'il ne faut pas s'intéresser avec une connaissance scientifique pointue à ses besoins et à ses intérêts, à la spécificité de chacun de ses comportements, ni même qu'on ne peut pas éprouver de l'affection pour nos animaux, bien sûr. D'ailleurs, je crois savoir, et là encore, c'est quelque chose qui va peut-être vous sembler paradoxal
et qui est dénoncée par beaucoup de véganes comme une hypocrisie, je crois pourtant que c'est vrai, que les éleveurs souvent aiment leurs bêtes, aiment comme on aime un animal, Oui, bien c'est sûr, sûr. pas comme on aime son frère, mais qu'ils ont une affection sincère pour elles, ce qui ne les empêche pas le jour venu de les conduire à l'abattoir, car encore une fois, ces animaux sont à notre service. Alors on va revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la centralité peut-être ou qu'est-ce qui justifie la position centrale de l'humanité. Un deuxième texte, je vous propose qu'on entende un texte du Politique de Platon. Vous allez entendre l'étranger, qui est donc un personnage qui discute sur la question de ce que c'est qu'un animal et ce que c'est qu'une bête, et est-ce que le fait que nous soyons un animal doué de raison ne fausse pas un peu le regard que nous en avons? L'étranger, tu m'as répondu avec tant d'empressement qu'il y avait deux genres de vivants, celui des hommes et celui de toutes les autres bêtes prises en bloc. Détachant une partie, tu pensais que le reste que tu laissais de côté ne formait en tout qu'un seul genre, et cela parce que tu avais un même nom pour les désigner toutes en les appelant bêtes. Or cela, c'est ce que ferait peut-être un autre animal, s'il en existe, doué de réflexion comme, mettons, la grue ou toute autre espèce du genre. Elle attribuerait probablement les noms comme tu le fais, en prenant d'abord un seul et même genre, celui de grue, pour l'opposer aux autres vivants, et pour se glorifier elle-même. Elle rejetterait en bloc le reste, y compris les hommes, pour lequel elle n'utiliserait probablement aucun autre nom que celui de bête. Alors Jacques Ricot, qu'est-ce qui justifie la centralité de l'humanité, et est-ce qu'il y a une différence pour vous de nature entre les hommes et les animaux? La réponse est oui, selon la lorgnette que vous utilisez. La réponse est non, selon les lunettes que vous utilisez. Évidemment, si vous êtes dans la zoologie, si vous êtes dans le darwinisme, il y a une différence de degré. Nous avons tous été des animaux et nous avons encore en nous beaucoup de traits qui sont communs aux animaux et en particulier à ceux qui sont les plus évolués. Mais si vous faites de la philosophie, de la métaphysique ou même tout simplement des sciences humaines, des sciences sociales, vous voyez bien qu'il y a une différence de nature. Et j'ajouterais d'ailleurs que si différence de degré il y a, elle est tellement considérable qu'elle devient une différence de nature. Parce que ce n'est pas parce qu'un singe, un bonobo est capable de fabriquer une lance pour détruire des termites, par exemple, qu'il est capable d'envoyer dans l'espace des vaisseaux avec à leur bord d'autres bonobos aux commandes, etc. Donc vient un moment où il faut quand même arrêter ce débat différence de degré, différence de nature et convenir une bonne fois pour toutes que selon le regard que l'on utilise, et je crois que nous avons raison d'utiliser celui-là, il y a une différence de nature, incontestablement. C'est donc, je plaide pour une centralité, en effet, de l'homme qui ne peut pas faire autrement, je le répète, que de regarder l'univers, de le considérer à son échelle. C'est ce que dit Platon, hein? C'est ce que dit Platon. Nous sommes comme les grues, comme les animaux. Nous n'avons pas d'autre point d'observation et d'action que celui où nous sommes. Et c'est pourquoi je fais partie de ceux qui défendent l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que, mais où est notre centre? Si ce n'est pas là, je me méfie de ceux qui vont l'occuper, ce centre, parce que les candidats à l'occupation du centre sont légion. Il y a les biocentristes qui pensent que c'est le vivant qui est au centre de tout, ce qui pose beaucoup de problèmes, les zoocentristes, les pathocentristes. Je crois qu'il faut garder la mesure ici, garder notre raison et admettre que c'est l'homme et lui seul qui peut décider de façon responsable, ou hélas irresponsable, de la place de chacun dans le cosmos, dans l'univers, y compris donc de la place des animaux. J'en profite, permettez-moi de le dire comme ça, qu'il y a une lecture de Descartes qui est tout à fait fausse, et j'ai trouvé chez les animalistes eux-mêmes, en particulier les universitaires, des critiques de la critique de Descartes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lire Descartes un peu autrement que de façon simpliste. Descartes n'a jamais mis l'homme au centre de l'univers dans la signification qui est commune aujourd'hui. Il serait plutôt théocentrique, Descartes, si on le lit de près d'ailleurs. Alors par contre, on peut en effet évoquer dans sa théorie du corps, et du corps animal comme du corps humain d'ailleurs, une mécanisation du vivant qui,
a apporté des fruits et des bénéfices, il ne faut pas l'oublier, mais qui, si elle est théorisée comme celle de l'animal-machine, expression qu'on ne trouve pas d'ailleurs chez Descartes. Descartes ne parle même pas de l'animal-machine, il parle de l'animal qui est superbement construit à la manière des automates de son époque, mais bref, il peut y avoir en effet une mécanisation du vivant qui abolisse chez l'animal tout sentiment. Même ça, Descartes ne le dit pas. Enfin, si j'ai voulu consacrer un chapitre complet à Descartes, c'était pour réhabiliter ce grand philosophe que l'on critique un peu trop cavalièrement à mes yeux. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio. Régis Burnet reçoit aujourd'hui le philosophe Jacques Ricot et le journaliste Paul Sugui. Mais est-ce que du coup le problème c'est justement la référence à Dieu, c'est ce que vous avez commencé à dire, c'est-à-dire que, enfin, en négatif, lorsqu'on n'a plus cette référence qui singularise l'humanité, la difficulté, c'est qu'on est obligé de réfléchir à des questions de langage, des questions d'intelligence, des questions même de morale, etc. Parce qu'en fait, il nous manque une sorte de point, quoi. C'est la thèse de Rémi Brague que j'ai en partie citée au début du livre. C'est que, heureux d'être aussi intelligent que Rémi Brague. Non, mais elle est, je crois, déterminante pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'humanisme est dans une impasse. Oui. Et d'ailleurs, je me garderais bien de me présenter comme étant l'avocat de l'humanisme. Je ne sais pas s'il faut le défendre. L'humanisme s'est retrouvé dans l'auto-affirmation de lui-même à un moment où il fallait qu'il se démarque de ce qui le légitimait. Il fallait qu'il s'auto-légitime, vous voyez. Et donc, pour cela, il fallait qu'il se sépare de Dieu. Et simplement, à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était peut-être un peu fragile. Et que je crois que la critique, au fond, qu'adresse l'antispécisme, et en cela, je vous rejoins, car je crois qu'effectivement, elle est intéressante et elle nous permet peut-être de comprendre l'une des impasses intellectuelles de notre époque. La critique qu'adresse l'antispécisme à l'humanisme, j'entends ici l'humanisme athée, c'est-à-dire l'humanisme du 19e siècle, l'humanisme des Bon, cet humanisme-là, au fond, n'est pas capable de rendre compte des raisons de sa légitimité. Il a du mal. Il est en peine de trouver dans la nature, il est en peine de trouver dans tous les domaines explorés par les sciences de la raison des justifications à la prééminence de l'homme sur tout le reste du cosmos. Simplement, cet humanisme-là, rationaliste, retranché de toute métaphysique, de toute considération qui échappe à l'ordre de la matière, et l'antispécisme dialogue au fond dans un champ qui ne m'intéresse pas spécialement, puisque je ne crois pas que l'on puisse séparer en l'homme la part qui revient à sa corporéité, à la matière qui est en lui, et en cela d'ailleurs l'homme est effectivement un animal comme un autre, et à ce qui est justement l'extrait de l'animalité qui est sa vie, que l'on appelle intellectuelle, spirituelle, morale, philosophique, peu importe à la limite, mais en tous les cas on voit bien qu'il y a un principe en l'homme qui échappe à la tyrannie de la matière. Jacques Ricot l'a très bien dit, c'est-à-dire que si on ne prend la question animale que à l'aune des sciences dures, des sciences de la nature, des sciences qui à travers le regard que porte la raison humaine sur le monde, explorent les phénomènes, alors on ne sera pas capable d'affirmer qu'il y a entre l'espèce humaine et les autres espèces animales autre chose que des différences de degré. Là où on peut observer des différences de nature, c'est comme vous l'avez très bien dit, en rentrant dans d'autres champs de la connaissance humaine, que ce soit les sciences humaines, la littérature, l'histoire aussi très importante, l'histoire qui finalement là aussi encore un propre de l'homme. Je ne crois pas que les animaux aient des récits collectifs qu'ils se transmettent de génération en génération. Bon, et donc tous ces discours qui nous parlent de l'homme autrement justement que comme un corps animé par une vie animale. Et donc, et d'ailleurs moi je suis assez sévère avec cette tentation-là, c'est-à-dire que je considère que lorsque l'on veut ériger une parole scientifique comme étant la seule à même de rendre compte d'un phénomène, je crois qu'on est immédiatement plongé dans le domaine de l'idéologie. L'idéologie marxiste est une radicalisation de la pensée économique et ne veut lire l'ensemble du réel qu'à l'aune de la pensée économique. De même que les théories nazies le font à l'aune du discours sur les races, de même que un certain discours qui se développe dans les universités de sciences sociales qui
prétend que tout n'est jamais qu'une construction mentale et que, au fond, la nature n'existe nulle part, c'est une radicalisation idéologique des sciences sociales prise comme le seul discours capable de transmettre une vérité sur l'homme. Et bien de la même façon, il y a une idéologie antispéciste, une idéologie zoocentriste qui ne veut plus considérer l'humain que sous l'angle de son animalité, tel qu'en rendent compte les sciences de la nature. Et donc, pour échapper à cette idéologie, il faut être capable, justement, d'accepter que l'homme est un mystère qui nous échappe d'ailleurs en partie, dont nous ne sommes pas capables de rendre compte aujourd'hui entièrement et de façon exhaustive. Et l'homme est un mystère que viennent éclairer différentes facettes d'une mosaïque intellectuelle constituée des différents champs de connaissances humains qui, chacun à leur manière, nous parlent de nous-mêmes et explorent ce grand mystère de l'humanité. Et en cela, on a une réponse qui peut être parfois peu satisfaisante pour des esprits rationalistes qui veulent justement une morale tout entière appuyée sur la raison humaine. Mais je ne crois pas que vouloir construire une telle pensée, une telle morale soit souhaitable. Moi, j'avais soulevé quelques objections par rapport à la morale antispéciste, notamment le fait que fonder une morale uniquement sur l'observation des phénomènes me semble très dérangeant. Cela veut dire que si demain, je découvre que telle ou telle forme de vie était douée de sensibilité alors que je n'en avais pas conscience, ça veut dire que jusqu'à cette découverte, j'ai été obligé de mal agir par ignorance. Vous voyez, j'ai eu l'occasion d'en débattre avec un certain nombre d'antispécistes il y a quelques jours et qui me disaient, au fond, on va libérer les animaux comme on a libéré jadis les femmes ou les esclaves. Mais je ne crois pas que ni la libération des esclaves ni la libération des femmes ait supposé une découverte intellectuelle. On ne s'est pas réveillé un jour en se disant, mais au fond, les femmes sont nos sœurs en humanité et donc à partir du moment où on en a conscience, il devient injuste de les exploiter. On a toujours eu cette conscience comme une évidence. Simplement, l'homme, dans la perversion de son âme, avait accompli une immense injustice qui était entérinée par les institutions. Vous voyez, aucune découverte intellectuelle ou scientifique ne permet un perfectionnement moral. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que les chrétiens ne sont pas aussi un peu fautifs, dans le sens où ils ont un peu déserté ce débat-là et ils voient, enfin, pour être très clair, il n'y a pas de théologie de l'animalité, il n'y a pas de théologie de l'animal. Ça manque un peu, ça. Alors, il commence à y avoir une sérieuse théologie de la création, incontestablement. Oui, Laudato Si a été une encyclique qui a été saluée unanimement par toutes les sphères, je crois, de l'intelligentsia et même de la vie politique. Il n'y a pas de théologie de l'animal. Il y a pourtant au moins un ouvrage fait par un anglo-saxon, un anglican, théologien, Andrew Lindsay, qui porte ce titre justement et qui n'est pas inintéressant, même si on peut discuter beaucoup de ses thèses, de ses thèmes, mais il avance tout de même des pions qui, à mon avis, méritent d'être examinés. Et j'ajouterais que ma démarche personnelle consiste, encore une fois, non pas à m'opposer frontalement à ce mouvement animaliste, mais au contraire à essayer, tout en dénonçant les dérives, et je ne m'en prive pas, comme le fait Paul Sugy aussi à sa manière, essayer de repérer à l'intérieur de ce mouvement animaliste ce qui, comme vous le dites, est le fruit de nos manques, c'est-à-dire de nos absences de réflexion suffisante sur le statut à accorder à l'animal. Pour moi, c'est un peu trop rapide de dire nous avons perdu de vue la transcendance telle que les juifs et les chrétiens nous l'enseignent. Je connais bien le travail, et je l'apprécie, de Rémi Brague, entre autres. C'est un des auteurs que vous citez, comme Pierre Manant, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'estime aussi intellectuelle. Eh bien, je crois qu'il y a quand même une recherche à l'intérieur même du mouvement animaliste d'une transcendance. Moi, je vous recommande la lecture de Éthique de la considération, je la nomme à nouveau, Corinne Pelluchon, parce qu'on voit cet effort très puissant et très stimulant, je crois, dans cette direction. Oui, beaucoup d'animaux. Alors, les animalistes que vous dénoncez sont, pardonnez-moi l'expression, journalistiques. J'ai le plus grand respect pour les journalistes et la profession que vous représentez ici. Mais quand je dis journalistique, c'est la déviation du métier de journaliste qui consiste à toujours simplifier, être dans le binaire, être dans des oppositions qui ne sont pas pertinentes, mais qui sont tellement efficaces dans le champ médiatique et dans le champ militant. Mais il y a à l'intérieur du mouvement animaliste, et j'y suis attentif, des efforts, des essais qui méritent d'être regardés. Peut-être suis-je naïf, mais
il me semble que, je ne cache pas mon appartenance moi-même au christianisme et même au catholicisme, mais je crois qu'il ne faut pas non plus nous prétendre les seuls à être capables de penser correctement les choses. Je regarde de très près aussi ce qui se passe chez les hindous, et il me semble que nous aurions quelques bénéfices à tirer de l'expérience intellectuelle, spirituelle qui est la leur. Alors, on arrive à la fin. J'ai juste encore un mot pour... vous avez... Parce que j'ai l'impression d'en prendre un peu pour mon grade. Hein, non, si, même à la limite, je le reconnais. Hein, que, non, c'est pas à vous que je visais. C'est pas à vous. Non, j'entends bien, mais qu'il y a une façon de prendre ce débat de façon un peu binaire, et qui est effectivement d'ailleurs mon approche, parce que je ne me cache pas pour le coup d'avoir écrit un livre de combat et que j'entends réfuter et contre-argumenter face aux antispécistes. Et donc, en malheureux journaliste que je suis, je vais essayer de justifier un petit peu mon point de vue. Non, vous n'êtes pas malheureux. Non, je vois aussi, alors j'entends très bien l'estime intellectuelle que vous portez à certains des auteurs. Je la comprends tout à fait, parce qu'on ne peut être que stupéfait devant l'ampleur aujourd'hui qu'ont pris leurs travaux sur cette question. Il y a à prendre et à jeter à l'intérieur de ce champ disciplinaire maintenant à part entière que sont les études animales, mais il y a un effort qui est admirable. Mais je vois aussi à côté de ces travaux que vous citez, ceux de Cohen-Paluchon par exemple, des choses qui moi me paraissent très inquiétantes et qui, je crois, justifient pleinement la préoccupation que l'on peut avoir face à la montée de ces courants, et qui ne sont au contraire plus du tout dans une forme de recherche de transcendance, mais précisément un plaidoyer en faveur du nihilisme le plus absolu. Il y a un autre auteur qui n'est pas un journaliste, ce n'est pas un Émeric Caron ou un Hugo Clément, mais qui est un vrai auteur charpenté, dense, qui est David Olivier, qui est en France probablement l'un de ceux qui a le plus tôt déjà importé les thèses antispécistes en créant les cahiers antispécistes, en créant plus récemment les estivales de la question animale. Et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, et il m'a attaqué sur un point précis, là où je ne m'y attendais pas. Il m'a dit, vous écrivez quelque part qu'il faut être fier d'être un être humain. Je considère le contraire. Je ne suis pas fier de ce pourquoi je n'ai aucun mérite. J'aurais très bien pu naître artichaut, courgette ou lapin. Cela, au fond, m'est égal. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose de préférable à être humain qu'à être autre chose. Et là, pour le coup, on est dans le nihilisme le plus complet. Et d'ailleurs, je crois qu'une fois, devant cette phrase-là, que le débat n'est plus possible, au fond, on ne peut qu'exprimer deux convictions radicalement incompatibles. Par rapport à quelqu'un qui considère qu'il est insignifiant d'être humain plutôt qu'autre chose, alors effectivement la pensée se tait, car au fond c'est une attaque contre la pensée elle-même, puisqu'il n'est pas plus souhaitable d'avoir la pensée intelligente, la philosophie et la morale comme l'humain là, que d'en être dépourvu comme n'importe quelle autre espèce vivante. Mais la faute est encore plus grave, parce que quand il dit « si j'étais né lapin », ça n'a pas de sens. C'est comme si je disais « si j'étais né vous ou vous », si j'étais né autre, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas, c'est impossible, c'est impensable de dire « je » et en même temps « je, un autre ». Non, c'est pas vrai. Le « je est un autre » est une belle formule de Rimbaud, mais là, ça n'a aucun sens. Donc au moins, pas plus pour un humain que pour un animal que pour un légume. Vous êtes d'accord. Alors, le téléspectateur va sans doute avoir envie de poursuivre ce débat, et donc c'est avec vos deux livres qu'il le fera. Le premier livre, donc Jacques Ricot, Qui sauvait, l'homme ou le chien, voilà, donc c'est le livre... C'est le sous-titre qui m'importe le plus. Oui, alors, sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal, et c'est aux éditions MAM. Et puis, Paul Sugy, L'extinction de l'homme, et vous aussi, le sous-titre est important ? Si, bien sûr, le projet fou, le projet fou des antispécistes. Moi, je préfère le titre. Et c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.